Kamala Harris, qui récolte déjà plus de 100 millions de dollars de dons en ligne après le retrait de Joe Biden. Donc voici la prochaine candidate face à Donald Trump, la vice-présidente Kamala Harris, qui se présente après donc l'abandon forcé hein, de Joe Biden, qui était très sénile et qui avait plus ses capacités cognitives, et donc qui a dû jeter l'éponge et qui a fait une annonce. Et donc maintenant, on aura Kamala Harris. Et donc là, une scène, hein, on va dire d'humour. Obama qui jette, on va dire Biden, voilà, dans la mer, tout ça, qui s'en débarrasse. On sait pas trop qui contrôle les choses chez les démocrates. Après, pour Kamala Harris, apparemment, il faudrait savoir. Hein, et ici, c'est l'excellente Candace Owens qui dit que bah, pour atteindre ce poste, en fait, elle a dû coucher avec certaines personnes, dont une personne, une personne de plus de 60 ans. Je sais pas qui, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Kamala Harris a eu un chemin on va dire tortueux ou voilà complexe pour arriver là, et apparemment elle aurait couché pour ça. Bon, ça je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, on verra. En tout cas, Kamala Harris qui est apparemment une proche de Soros. Certains disent que c'est la marionnette de Soros. Ici, vous avez l'un des fils, je pense, de George Soros à gauche. Et on voit les liens. Vous savez que George Soros, on pourrait dire que c'est très en lien avec l'État profond, tout ça. Il a d'énormes fonds, d'énormes moyens financiers. Et en fait, il finance un peu peut-être l'oligarchie, tout ça. Bon, ça, c'est plus les gens voilà, qu'on va dire complotistes qui pensent cela. J'en fais peut-être partie, mais en tout cas, voilà. Maintenant, Trump a réagi hein, à l'abandon de Joe Biden dans la course à la présidentielle et il a dit que ce serait encore plus facile de battre Kamala Harris. Donc, surtout qu'elle est assez impopulaire, malgré les apparences comme ça. Elle paraît joyeuse, tout ça, mais elle est très impopulaire aux États-Unis. Ici, en tout cas, sur Polymarket, on voit, il y a eu des sondages et on voit une large Trump largement vainqueur à 64 contre 29. Enfin, en tout cas, ce serait large. Donc, Trump a de plus en plus de chances d'être nommé président et il envisagerait de nommer Larry Fink, le PDG de BlackRock, au poste de secrétaire au Trésor. Bon, on connaît tous les capacités de Larry Fink. Hein. C'est un dirigeant très respecté, tout ça. Après, quand même, c'est le PDG de BlackRock. BlackRock, c'est pas une entreprise saine, on va dire, plutôt sombre. Bon, après, c'est le choix de Trump. Il a vu en Larry Fink des qualités indéniables, bon, bah, on verra si Larry Fink acceptera ce poste ou pas. Mais en tout cas, il va falloir des gens compétents, puisque là, aux États-Unis, la dette, surtout sur les cartes de crédit, est en train d'encore d'exploser. Déjà qu'elle est abyssale. Les Américains ont 1115 milliards de dollars de dette de cartes de crédit avec un taux de défaut de 8%. Donc c'est pire que pendant la bulle Internet et les crises financières. Donc quand on a eu les crashs des marchés boursiers, là on est dans une situation qui est encore plus dangereuse, encore plus périlleuse. Et ça pourrait nous amener une crise de la bourse, des choses comme ça. Donc voilà, là, les Américains ont une dette énorme et qui ne fait que d'augmenter. Pareil pour les autres nations, tout ça. Mais ça devient plus tenable. Rapidement, par rapport à la tentative d'assassinat de Trump, on a Jim Jordan, donc le monsieur à gauche ici, le juge, on va dire, qui, ça y est, met fin à la carrière de Kim Chattel, la dame que vous voyez ici à droite. Kim Chattel, qui était la chef des services, des services secrets et la directrice des services secrets. Donc la directrice des services secrets admet sous serment avoir délibérément affaibli la sécurité de Trump au milieu des menaces massives contre la vie de Trump. Donc Chattel doit être inculpé et arrêté. Donc elle qualifie la tentative d'assassinat du président Trump d'échec opérationnel le plus important. Donc elle dit qu'il y a eu beaucoup de failles et qu'en fait c'est un échec au niveau de la sécurité, elle a pas géré du tout. Donc voilà, et aussi il y a une histoire trouble
par rapport à ça, en fait, la directrice des services secrets, Kimberly Shuttle, donc, a confirmé lors de l'audience d'aujourd'hui que la représentante démocrate Sheila Jackson, c'est la femme noire que vous voyez ici, Sheila Jackson, Lee, était fortement impliquée dans la surveillance des services secrets. Cette femme-là, elle était chargée de surveiller un peu les activités des services secrets. Et bien, bizarrement, sa mort a été confirmée 6 jours après la tentative d'assassinat du président Trump. Donc, juste une coïncidence ou pas, en fait, cette dame-là, elle enquêtait, là, cette Black, elle a enquêté sur les services secrets. Et elle a peut-être découvert des choses sur les services secrets. Et comme par hasard, 6 jours plus tard, elle a été retrouvée morte. Donc, c'est un peu trouble, toute cette histoire. Pour moi, là, en tout cas, quand je dis tout ça, ce que je retiens, c'est que les services secrets, pour moi, sont impliqués là dans la tentative d'assassinat de Trump. Qu'ils ont été laxistes, mais délibérément, c'est-à-dire intentionnellement. Et cette dame a dû recevoir un pot de vin, la directrice des services secrets. Mais en tout cas, pour moi, ils sont de mèche avec le FBI, mais ils ont tenté, en tout cas avec l'état profond, on va dire, d'assassiner Trump. Et pour moi, elle fait partie. Donc, tout ça, c'est sombre, mais pour moi, ils sont impliqués. Maintenant, concernant les marchés, et bien sûr américains, hein, c'est surtout les marchés américains. La bourse, quand on parle bourse, en général, c'est marché américain. Vous avez la bourse européenne, le CAC 40 et tout ça, mais ça impacte que très peu le monde. Tout se passe aux États-Unis. Et là, l'indice phare standard mondial, c'est le S&P 500, qui regroupe les 500 valeurs les plus précieuses des États-Unis, qui progresse grâce à Nvidia, bien sûr, qui retrouve des couleurs, qui mène le rebond technologique. Et oui, Nvidia, toujours Nvidia, on va revenir sur Nvidia juste après, mais en tout cas, en attendant, les actions de CrowdStrike qui chutent alors que les conséquences de la panne technologique mondiale se poursuivent. Donc CrowdStrike, qui est un logiciel utilisé par Microsoft et pour le cloud et tout ça, pour assurer le cloud, les services de sécurité informatique au niveau mondial, eh bien, il y a eu une panne chez eux. Et ça a impacté le monde entier. Des vols aériens, des choses, dans beaucoup d'entreprises. Le logiciel a bugué et c'est de la faute principalement de CrowdStrike que Microsoft s'est retrouvé dans la mouise. Et donc l'action qui chute avec tout ça. Et en fait, les effets de retour ne sont pas encore terminés. Tout ce qui s'est passé là, c'est pas encore fini. Donc, en attendant, ça c'était aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup d'actualité en dehors de ça, malgré juste les actions qui se reprennent. Et il faut savoir qu'on est en pleine saison des résultats aux États-Unis. Donc, on a même Tesla qui va dévoiler ses résultats, je pense, demain ou après-demain. En attendant, en Chine, voici pourquoi la Chine n'a pas été affectée, elle, par la panne informatique. Donc, globalement, la Chine, elle, se protège hein, au niveau de sa sécurité nationale d'acteurs comme CrowdStrike, voilà, c'est des acteurs qui peuvent récolter des données. Et la Chine, elle, n'est pas friand d'entreprises américaines, surtout qui peuvent récolter vos informations. Donc c'est pour ça que la Chine n'a pas tellement été impactée. Et surtout la Chine qui surprend avec une baisse de ses taux directeurs pour soutenir une économie fragile. Donc la Chine qui a beaucoup de mal à relancer sa croissance. Ça fait longtemps que eux, l'inflation est retombée, tout ça. Maintenant, ils essaient de relancer leur économie, mais ils n'y arrivent pas. Et cela, malgré qu'ils font du quantitative easing, qui réimpriment de l'argent, tout ça, ils n'arrivent pas à relancer leur croissance. Donc c'est un phénomène, on va dire presque comme le Japon. Ils n'arrivent pas à relancer leur économie. C'est un sacré problème. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont baissé les taux au maximum. Donc là, la Chine a baissé les taux à des plus bas historiques. Donc là, la Banque centrale chinoise tente désespérément de relancer l'économie et la croissance après des chiffres trimestriels désastreux. Le pays fait l'exact opposé de toutes les banques centrales du monde occidental. Donc oui, la Chine a un coup d'avance au niveau de sa politique monétaire, pendant qu'en Occident, États-Unis, Europe, tout ça, on se bat encore avec l'inflation. Donc ils laissent en Europe et aux États-Unis, on laisse les taux élevés pour empêcher aux gens de consommer, pour pas réchauffer l'économie, tout ça, et pour que l'inflation redescende. Eh bien, en Chine, ils ont déjà vaincu l'inflation. L'inflation est basse là-bas. Donc maintenant, il leur reste plus qu'à relancer un peu la croissance, et à pousser les gens
à reconsommer tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont baissé les taux pour favoriser une consommation des Chinois, pour que les Chinois empruntent pour acheter des véhicules électriques ou fassent des emprunts immobiliers. En gros, que les Chinois achètent, on va dire. Et donc voilà, la Chine a baissé, ça a surpris tout le monde, mais on verra si ça va relancer son économie. Maintenant, on a Nvidia, et c'est pour ça qu'Nvidia est bien monté. Nvidia qui travaille sur une nouvelle version des nouvelles versions de puces d'IA pour le marché chinois. Donc spécifique pour le marché chinois. Donc des puces un peu bridées, hein, parce que le gouvernement américain interdit à Nvidia de vendre des puces à la Chine. Donc Nvidia, malgré cela, tient à conserver le marché chinois qui a un gigantesque vivier. Hein. Les Chinois sont beaucoup et les Chinois sont très forts dans la technologie et Nvidia veut profiter de ça. Et en attendant, voilà, ça a profité à Nvidia qui a progressé de plus 5% aujourd'hui. Belle performance. On a même performance pour Tesla, plus 5%. Bien sûr, avant, comme Tesla va annoncer ses résultats demain, les investisseurs anticipent et achètent au cas où il y aurait une bonne surprise de Tesla. Donc c'est un risque. Hein. Si Tesla déçoit, ça pourrait fortement chuter. Mais voilà. En tout cas, Nvidia, eux, c'est... voilà, j'ai pas paniqué. Ça avait un peu chuté quand même. Suite aux annonces encore une fois par rapport à la Chine. Et là, ça s'est carrément repris. Et c'est réel, cette hausse. C'est de la hausse aussi par rapport à tout ce que Nvidia apporte comme valeur. Ils vendent réellement des GPU, tout ça. Donc petit à petit, ça va monter de manière certaine, contrairement à des actifs spéculatifs. Donc voilà, comme par exemple, bien sûr, les cryptos. Et on passe aux cryptos. Les cryptos ici qui reviennent aux alentours des 68 000. Et bien sûr, on sent un vent d'optimisme. Ça y est, c'est à nouveau la fête sur les marchés. C'est la fameuse psychologie des marchés crypto. Mais on a beaucoup de bonnes nouvelles par rapport aux cryptos. Déjà, une bonne nouvelle qui pourrait arriver, c'est que le président de la SEC, Gary Gensler, devrait démissionner en 2025, après la sortie de Biden. Donc là, ça serait une énorme nouvelle pour les marchés crypto. Et de toute façon, il n'aurait pas le choix, puisque au vu des gens qui seront locataires de la Maison-Blanche, si c'est Trump avec James David Vance, eux, ils sont anti Gary Gensler, qui a cassé un peu l'industrie crypto. Et ils sont très pro-crypto, donc ce qui n'est pas trop le cas de Gary Gensler. Donc ça serait une énorme nouvelle et un gros soulagement pour le monde de l'industrie crypto. Et regardez la chaîne CNBC qui discute de la possibilité pour les États-Unis d'utiliser Bitcoin comme une réserve de valeur sous Trump. Donc ça spécule comme quoi Bitcoin serait une réserve de valeur pour les États-Unis. Ça serait énorme. Parce que là, les États-Unis achèteraient pour plusieurs millions, voire milliards de Bitcoin. Enfin, plutôt millions, hein, je pense, pour leur trésorerie. Ça serait énorme. Et regardez, les actifs en crypto explose dans les trésoreries des entreprises. Donc de plus en plus d'entreprises commencent à détenir des actifs en crypto. Donc que ce soit des projets de smart contracts, par exemple Ethereum, Solana, voilà. Il y a beaucoup maintenant de crypto qui commencent à être détenus par les entreprises. Donc c'est bon à prendre. Aussi, regardez, hein, le gouvernement américain vient justement de déplacer près de 4 millions de dollars en Bitcoin. Donc, ça sera peut-être même pour sa propre trésorerie personnelle. Donc, on se rapproche de ces narratifs. Bitcoin va vraiment commencer à être visible au niveau du monde entier. Et déjà auprès des institutionnels, des États, tout ça, mais bientôt aux yeux du monde entier. Maintenant, comme d'hab, JP Morgan qui est toujours très prudent. Là, ici, c'est Jamie Dimon, mais c'est plus la banque JP Morgan qui se veut très prudent et qui dit que le prix du Bitcoin est actuellement trop élevé. Malgré qu'il soit revenu à 68 000. Beaucoup espèrent même que le Bitcoin aille rapidement dépasser 80, voire 100K. Mais pour JP Morgan, c'est déjà là, on est déjà trop. Et que ça ne reflète pas le vrai prix du Bitcoin. On est déjà trop. Donc, prudence quand même par rapport à l'investissement. Mais certains analyses voient que le prix du Bitcoin est trop. Donc moi, je dirais que on est à peu près dans le juste prix. Mais bon, à chacun son avis. Maintenant, on pourrait avoir une hype et un catalyseur qui ferait malgré tout pousser le Bitcoin vers la hausse. C'est le retour des achats d'ETF Ethereum
enfin d'ETF de manière générale, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, puisque là, Ethereum peut donner une puissance à cet élan. Là, la SEC devrait très prochainement donner son feu vert pour les ETF Ethereum, alors que la bourse de New York vient de donner son approbation pour Bitwise et Grayscale. Donc ça y est, hein, ça commence à approuver. La cotation est imminente pour les ETF, imminente. Et là, on a déjà deux prestataires qui vont se lancer sous peu. Et l'annonce pour les ETF ça serait demain. Donc là, il est 22h57 à l'heure où j'enregistre. On parle de demain, mardi. On est le lundi 22. On parle de mardi 23 juillet. Donc, dans la journée, là, peut-être à l'heure où vous allez voir la vidéo, on sera demain. On sera le mardi 23 juillet ou plus ou au plus tard. Donc, pour vous, en fait, vous aurez peut-être déjà l'annonce comme quoi les ETF maintenant, Ethereum, sont acceptés. Donc, ça y est, on va voir comment les marchés vont réagir. Et on va voir si ça va donner de la puissance, on va dire, aux cryptos. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'en ai terminé. On reste en contact pour d'autres vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Force à nous, hein. Bonne soirée et bonne semaine à tous. Allez, à plus.